va contacter ses super pouvoirs, c'est de commencer soi-même par essayer d'exprimer ce que l'on a envie d'exprimer. Alors, si nous ne nous connaissons pas encore, j'ai un métier un peu particulier, je suis professeur de bonheur. Et c'est à ce titre-là qu'on m'a invité à passer ce moment avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire, être professeur de bonheur? En fait, je suis formée en psychologie, et pendant très longtemps, la psychologie s'est préoccupée de savoir comment elle pouvait nous réparer. Et il y a maintenant une vingtaine d'années, il y a un monsieur, c'est un chercheur américain à l'université de Pennsylvanie, qui s'est dit, mais après tout, est-ce que nous ne pourrions pas essayer de réfléchir à une psychologie préventive? Parce que vous savez maintenant qu'en termes de santé, il y a un certain nombre de choses dont on peut faire plus ou dont on peut faire moins, qui vont nous aider à vivre plus longtemps, à vivre en meilleure santé. Mais sur le plan psychique, est-ce qu'il y a des choses dont nous pouvons faire plus ou moins, qui vont nous aider alors cette fois-ci, non pas tant à éviter les difficultés de la vie, parce que ça c'est peut-être la première information de cette conférence, mais nous allons tous nous prendre des autobus dans la figure, je sais. En fait, le problème, c'est que, peut-être d'ailleurs pour certains d'entre nous, ça s'est déjà produit, nous ne savons pas à quelle heure il passe. Et justement, pour s'y préparer, est-ce qu'il y a peut-être des choses dont nous pourrions faire plus, ou moins d'ailleurs, qui nous permettront le jour venu, le jour où ça va se compliquer, de savoir un peu mieux et en conscience comment nous remettre en marche. Donc, Seligman regarde ce dont il dispose pour réfléchir à tout ça. Et il se rend compte que depuis que la recherche existe en psychologie, on sait parfaitement étudier les maladies et personne ne s'est préoccupé de comment fonctionnait l'épanouissement, le succès, la réussite et la joie. Et donc il crée un nouveau domaine de recherche qui s'appelle la psychologie positive. Alors, qui parmi vous a déjà entendu parler de la psychologie positive? Formidable. Pour les autres, il ne s'agit pas de la pensée positive. C'est-à-dire que je ne viens pas, ça n'a pas été démontré que se dire que tout va bien fait que ça va bien. La psychologie positive, c'est quelque chose de très précis. C'est l'étude des personnalités, des comportements et des organisations qui marchent. Typiquement, on prendrait une organisation comme la vôtre en se disant mais comment ça se fait que les gens sont aussi heureux, que les gens avancent aussi vite, que les gens progressent? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Et à partir de là, si jamais on croise une difficulté, plutôt que de se préoccuper de ce que l'on ne sait pas faire, on commence à s'intéresser à ce que l'on fait déjà pas mal pour le faire encore plus. Ça s'appelle la science du bonheur. Et donc c'est ça qui fait de moi une professeure de bonheur, c'est parce que je viens en fait vous raconter ce que nous disent ces chercheurs. Alors on va commencer par là. Le bonheur, qu'est-ce que c'est? Pour le définir, je vais plutôt vous dire ce que ça n'est pas. Le bonheur n'est pas le contraire du malheur. Si vous regardez, il y a toujours l'un et l'autre. Et ça va ensemble. Et nous avons en fait exactement la même capacité à éprouver ici des choses formidables que nous allons ici éprouver des choses épouvantables. Et puis en plus de ça, imaginez une vie sans malheur, sans difficulté. En fait, ça n'aurait aucun intérêt. Parce qu'on ne saurait même plus, lorsque nous sommes heureux et lorsque nous nous sentons bien, que nous nous sentons bien. Et en fait, l'histoire aussi, c'est qu'on ne sait absolument pas quand vont surgir les difficultés. Regardez par exemple, je nous souhaite que jusqu'à présent, notre journée ici se soit formidablement passée. Vraiment chacune et chacun d'entre nous. Mais personne, ici dans cette salle, n'est à l'abri d'un texto effroyable. Et à l'inverse, on peut se lever du pied gauche et personne ici n'est à l'abri d'un coup de foudre. Donc en fait, on n'a juste aucune idée de comment ça va se passer. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que, en fait, tant que ça fait du bien, ou tant que ça pique, nous sommes dans un processus normal. Et le contraire du bonheur, c'est quelque chose qui s'appelle l'apathie. Et l'apathie, c'est quand on est coincé et qu'on ne sait plus s'il faut aller à droite ou s'il faut aller à gauche. La version clinique de l'apathie s'appelle évidemment la dépression. Et dans ces cas-là, on ne parle plus du tout de psychologie positive et d'épanouissement, mais bien de guérison
et on va voir des gens dont c'est le métier. Alors ensuite, autre question intéressante, c'est d'où vient notre capacité à être heureux? Donc question pour vous. Qui parmi vous pense que notre capacité à éprouver du bonheur est génétique? Qui pense que oui? C'est pas mal. 3 personnes sur 2000, c'est pas mal. Alors, donc, qui pense que non? Troisième possibilité, qui ne sait pas? Ok, super. Alors, ça, c'est une des premières questions que se pose la psychologie tout court. Et donc, évidemment, tu es obligé de se gratter la tête, hein, en se disant, mais comment on va faire pour savoir si le bonheur est génétique? Et en fait, les chercheurs comprennent qu'il y a une seule façon de fonctionner. Il va falloir retrouver des jumeaux, mais des jumeaux identiques, monozygotes. Vous savez, les jumeaux identiques, c'est un œuf qui s'est séparé en deux. Donc, ils ont exactement le même patrimoine génétique, sauf que il faut qu'ils aient été adoptés, séparés à la naissance, adoptés dans des familles différentes, qui ne se connaissent pas, et qu'ils aient plus de 40 ans pour qu'il leur soit quand même arrivé des trucs dans la vie. Et donc, on commence à regarder dans les fichiers d'état civil, et ils ont quand même trouvé 700 paires de jumeaux identiques qui avaient été séparés à la naissance, qui ne savaient même pas qu'ils avaient un frère ou une sœur, et donc ils les font venir. Évidemment, ce n'est pas à cette occasion qu'on leur a dit « Attendez, ne bougez pas, on va vous présenter quelqu'un au bout du couloir, vous allez voir, ça va vous faire bizarre. » On n'a absolument pas fait ça. On les a fait venir pour une chose unique, qui était de mesurer leur niveau de bonheur. Comment ça se mesure, un niveau de bonheur? En fait, ça se mesure en répondant à un certain nombre de questions, car il n'y a aucun instrument qui nous permet de dire si vous êtes heureuse, heureux ou pas. Vous êtes la seule et le seul à savoir comment vous vous sentez. Donc on va vous demander, par exemple, sur une échelle de 1 à 10, comment vous vous sentez par rapport à vos succès professionnels, par exemple. C'est le sujet du jour. Ensuite, on peut vous demander, quand vous regardez vos pairs autour de vous, comment vous sentez-vous sur une échelle de 10? On peut aussi vous dire, où en êtes-vous par rapport à vos rêves d'enfant sur une échelle de 10? Alors par exemple, avec mon bâton de majorette, j'en suis à 11, là, aujourd'hui, tout à fait. C'est pour ça que je le fais. Mais on peut aussi vous interroger sur vos humeurs en vous demandant là tout de suite votre degré de joie ou votre degré d'inquiétude, etc. On obtient donc des scores. On pose des questions aux jumeaux. Et je rappelle qu'ils ont des vies complètement différentes. Malgré cela, à 90%, ils déclarent exactement le même niveau de bonheur que leur frère ou que leur sœur. Donc les chercheurs publient dans la presse scientifique en disant, ben voilà, mesdames, messieurs, le bonheur en fait, c'est comme la taille, c'est génétique. Voilà. Je suis désolée. Alors, on vit comme ça pendant un moment. Et très bien. Et puis arrivent les chercheurs en psychologie positive. Et comme ce sont des gens qui sont exclusivement tournés vers l'épanouissement, ils ont compris quelque chose de capital, qui est que, dans ce domaine, la question conditionne la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, dans nos vies, nous cherchons à voir ce qui ne va pas, nous allons immédiatement trouver ce qui ne va pas. Mais, si dans nos vies, nous cherchons à voir ce qui va, eh bien, immédiatement aussi, nous allons trouver ce qui va. Donc, que font-ils? Ils prennent exactement les mêmes résultats, mais ils les listent à l'envers. Et eux, ce qu'ils voient là-dedans, c'est qu'il y a quand même 10% de ces jumeaux qui sont plus heureux ou moins heureux que l'autre. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est une femme qui s'appelle Sonia Lyubomirsky qui, dans son laboratoire, ne travaille que là-dessus. D'où vient notre capacité à être heureux? Et on sait mieux comment ça se passe. Alors, oui, elle est préprogrammée en chacun d'entre nous pour la moitié, 50%. Ça s'explique parce que nous sommes tous et toutes dotés d'un gène qui s'appelle le 5-HTT. Le 5-HTT, là-haut, est responsable de la sécrétion des neurotransmetteurs. Alors ça, vous connaissez? La sérotonine, oui, la dopamine, les endorphines, l'ocytocine, c'est plus pointu, tout ce qui est en id, oui. Eh bien, toutes ces substances en id font du bien lorsque nous en sécrétons. Et alors, plus le gène est long, plus nous en sécrétons. Et plus le gène est court, moins nous en sécrétons. Et donc, c'est ça qui
crée la différence entre les personnalités, par exemple. Nous avons tous autour de nous des gens pour lesquels absolument tout est cool, tout le temps. Vous voyez, c'est sympa, quoi qu'il arrive. Il est probable que le gène soit très long. Et puis pour certains d'entre nous, c'est juste un tout petit peu plus aride là-haut, c'est tout. Mais je vais vous dire, c'est exactement comme la taille. Alors d'abord, la première chose, c'est que l'avantage, c'est que nous n'avons aucune idée de comment ça se passe dans la tête des autres. Donc les seules réactions que nous connaissons, ce sont les nôtres. Et puis, en plus de ça, nous nous adaptons incroyablement. C'est que je fais moi, par exemple, j'appartiens à la catégorie des gens de petite taille. Bon, je peux informer les grands et les grandes ici présentes qu'on vit très bien à cette altitude-là aussi. Donc en fait, c'est comme ça que ça marche, c'est que nous allons nous adapter. Deuxième, voilà, je sens qu'il y a des petites dans la salle. Oui. Alors, deuxième chose, donc alors, en effet, 50% du bonheur vient d'un codage que nous transportons, c'est comme ça. Mais, qu'est-ce qu'il faut d'autre pour être heureux? Alors, c'est le début de l'année, nous célébrons nos succès, je prends les commandes. Qu'est-ce qu'il faut pour être plus heureux? L'envie de quoi? Du soleil, d'un amoureux, oui. De l'argent, quand même. Des récompenses. Du chocolat, de la santé. Du sexe, là-bas, oui, bien sûr. Des enfants. On va en parler des enfants. De la liberté. De l'épanouissement, des projets. Ok. Alors, si je prends cette liste, nous pouvons mettre dans le même panier la météo, les sous, l'amour, les gens qui sont autour de nous, les projets dans lesquels nous sommes, et même la santé. Tout ça sont considérés être des conditions extérieures. Et les conditions extérieures comptent pour 10% de notre bonheur. Alors que ce qui est très intéressant, c'est que nous avons tous une liste qui est longue, c'est même pas comme un bras, mais c'est comme 2 bras de choses que nous aimerions augmenter, diminuer, rencontrer, faire disparaître, si c'était légal. Et là, on se dit, alors là, oui, je pourrais vraiment commencer à être heureux, et nous conditionnons le fait d'être plus heureux au fait que ça change. Je ne suis absolument pas en train de vous dire qu'il ne faut rien changer. Parfois, il est évident que nous avons des décisions à prendre. Mais ne pas s'attendre, en règle générale, en tout cas ne pas fantasmer sur le fait que si tout était différent, ça serait différent. Alors je récapitule. 50% c'est préprogrammé. 10% ce sont les conditions dans lesquelles nous sommes. Combien reste-t-il? Bravo, 40%. Et par quoi sont conditionnés ces 40%? Par l'interprétation que nous faisons de ce que nous vivons. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que les gens les plus heureux sont des gens qui, lorsqu'ils subissent un revers, ils n'ont pas la sensation de reculer, mais ils savent qu'ils sont déjà en train d'avancer. Je vous le redis, quand même, ce sont les gens les plus heureux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ça ne se passe pas comme il ou elle l'avait prévu, ça arrive même assez souvent. Comme nous, ils vont pester, ils vont grogner, ils seront frustrés, ils vont même pleurer. Ça s'appelle être humain. Mais assez rapidement, ils vont se dire, bon, j'avais prévu de passer par là, et bien tu sais quoi, je vais passer par là, et ils se remettent en marche. En fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ce qui compte n'est pas ce qui nous arrive, mais c'est ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Je suis assez bien placée pour le savoir. Si on ne se connaît pas encore, vous ne savez peut-être pas que je suis devenue professeure de bonheur parce que mon emploi précédent m'a quittée. Alors, vraiment, je vous remercie pour votre soutien, parce que bon, ça a l'air d'en faire rire certains. Moi, sur le moment, ça m'a pas complètement fait marrer, parce que c'est toujours un peu, bon, c'est toujours un peu compliquant, hein, soyons clairs, c'est décroissant, ça, puis on a beau dire, non, ça se passe très bien, c'est toujours un peu humiliant, ces trucs-là. Mais, si ça ne s'était pas produit, je ne vois absolument pas comment, ni pourquoi,
dans ma vie d'adulte, j'aurais pu prendre le temps de retourner à l'université et d'apprendre cette psychologie positive. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Et comme j'avais un petit peu de temps sur les bras, voilà, par rapport au chômage, tout ça, ce que j'ai fait une fois que j'ai terminé ces études, c'est que j'ai tout essayé. J'ai essayé absolument tout ce que recommandent les chercheurs dans ce domaine. Donc par exemple, j'ai appris la méditation. Vous avez entendu dire maintenant, j'imagine que la méditation fait du bien. Alors, pour celles et ceux qui sont encore un peu intimidés par la méditation, je vais vous dire un truc, ça s'apprend, c'est comme une langue étrangère. Moi, je ne connais personne, je n'ai jamais rencontré personne qui se soit assis en tailleur et qui ait été traversé par l'espagnol. Jamais vu. La méditation, c'est exactement la même chose. Il y a des professeurs, il y a des applications, il y a des conseils, il y a des groupes, il y a 1000 façons d'apprendre. J'ai également fait plus d'exercices physiques. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, je me suis mise au sport. J'ai écrit des lettres à des gens, quand on écrit des lettres à des gens, on est plus heureux, etc. Et j'ai une particularité qui est que j'oublie absolument tout. Et là, je me suis dit, je n'ai pas envie d'oublier. Et comme il me restait encore un petit peu de temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai raconté tout ça. Et je l'ai raconté dans ce qui allait devenir un livre qui s'appelle 3 kiffs par jour. Oh, des connaisseurs, j'adore. Et alors donc, 3 kiffs par jour, pareil. Et moi, je me prépare à retourner au Pôle emploi, sauf que à ce moment-là, eh bien, le livre commence à se vendre. Alors, je m'arrête un instant et je réalise quelque chose, qui est, je vais revenir là-dessus, nous sommes absolument tous différents les uns des autres. Mais il y a une chose que nous avons en commun. Avec plus d'informations, nous prenons de meilleures décisions. Et surtout concernant nous-mêmes. Et donc c'est comme ça que je me dis, mais en fait, il y a peut-être d'autres manières de raconter tout ça. Par écrit, c'est très bien, mais je peux aussi vraiment en parler, et donc également au théâtre, comme vous avez entendu maintenant. Enfin, ça a pris des formes tout à fait différentes. Donc, on peut dire que les choses s'arrangent. Et à ce moment-là, l'autobus passe. Et l'autobus est passé chez nous sous la forme suivante. J'avais un cousin qui s'appelait David Servan-Schreiber. Je ne sais pas si certains d'entre vous vous souvenez de lui. Si on se souvient du nom de David, on s'en souvient parce que David a été atteint d'un cancer à l'âge de 30 ans et qu'il a, après avoir demandé à ses médecins ce qu'il pouvait faire pour aider son corps à lutter contre ces cellules cancéreuses, en gros, on lui a dit « Suivez votre traitement, ça va bien se passer ». Il a une intuition que non, et il a éprouvé le besoin d'aller rechercher toutes les études qui n'étaient pas vraiment publiées de façon extrêmement large sur ce que l'on peut faire pour aider son corps à lutter contre un cancer, et il a trouvé pas mal de choses. Il a complètement réformé son mode de vie, nous aussi, donc il a réformé son alimentation, sa gestion du stress, ses relations aux autres, tout un tas de choses. Et grâce à ça, il a gagné 20 ans de vie supplémentaire, il a publié tout ça, il en a parlé, il a changé et touché la vie de millions de familles qui, comme nous, étaient atteintes par cette maladie. Sauf que, une tumeur au cerveau, souvent, remporte la bataille, et au bout de 20 ans, David est mort. Il est mort exactement au moment où 3 kiffs par jour paraissait. Et à ce moment-là, donc il avait de très jeunes enfants. David était psychiatre, il avait une école de formation, entre autres, qui forme des psychiatres pour soigner des gens qui souffrent de traumatismes très lourds. Cette école était orpheline et j'ai fait le choix de la reprendre, de la racheter à ses enfants pour continuer son travail. Et là, et à ce moment-là, toutes mes petites voix se sont réveillées. Donc il y en a une ici qui m'a dit « Florence, je tiens juste à te rappeler que tu ne sais pas compter », ce qui n'est pas totalement faux. Il y en a une autre ici qui m'a dit « Florence, tu as déjà créé une entreprise qui a fait faillite, est-ce que tu es sûre que tu as envie d'y retourner ?» J'ai écouté les filles, merci. Mais j'y vais. Et c'était il y a exactement 8 ans. Et je n'ai toujours pas trouvé d'autres qualificatifs pour qualifier ce qui nous est arrivé depuis professionnellement que de dire que nous avons fleuri. Qu'est-ce que ça veut dire, fleurir professionnellement? Ça veut dire que non seulement on se fixe des objectifs que l'on dépasse, ça veut dire qu'on se renouvelle dans la façon dont on travaille, ça veut dire aussi quelque chose de fondamental qui est que nous aimons la façon dont nous contribuons à l'univers professionnel qui est le nôtre. Chez nous, c'est de la formation. Et enfin, ça veut dire que nous nous sommes apprivoisés parce que nous avons pu travailler ensemble. J'ai hérité d'une équipe où, et ils savent que je dis ça d'eux,
Si je les avais rencontrés avant de les engager, probablement je n'en aurais engagé aucun. Et à l'inverse, voilà des gens qui travaillaient pour un psychiatre extrêmement charismatique et puis qui un beau matin se retrouve avec sa cousine à lunettes, c'est pas du tout la même histoire. Mais nous y sommes arrivés. Et c'est là qu'intervient la notion de super pouvoir. Parce qu'il y a quand même un truc qui m'a frappée, c'est que je suis une personne totalement normale. Je suis formée en deux choses. Je parle anglais et je suis formée en psychologie. Mais, et vous le savez mieux que moi, quand on se retrouve comme ça à la tête d'un business, qu'on a des responsabilités à la fois d'objectifs, à la fois de gestion d'équipe, etc., c'est complètement différent, c'est complètement nouveau, et je n'étais absolument pas préparée à ça. Je n'étais même pas sûre d'avoir de l'appétit pour ça, et pourtant ça a marché. Alors je me suis dit, il y a peut-être derrière tout ça une histoire de super pouvoir. Sur quoi pouvons-nous compter quand le vent se lève ? Sur quoi pouvons-nous compter à l'intérieur de nous-mêmes pour faire des choses qui sont difficiles et pour les réussir? Et je vais vous dire ce que c'est un super pouvoir, parce que j'ai trouvé. C'est une qualité extrêmement banale, sauf que c'est la vôtre. Et alors vous savez ce que j'ai fait, c'est qu'assez naturellement, je me suis dit, bon, j'aimerais quand même savoir, comprendre comment ça marche. Donc, assez naturellement, je me suis retournée vers la psychologie positive. En me disant peut-être qu'ils y ont réfléchi, ils ne m'avaient pas attendu. Et ce qu'ont fait ces chercheurs, c'est qu'ils se sont rendus compte que personne n'avait jusque-là pris la peine de définir ce qu'étaient les qualités humaines. Donc, ils sont partis à la recherche de ce que pouvaient être des qualités universelles, parce qu'il fallait que ça marche dans le monde entier, pour que ce soit juste. Ils ont lu tout ce qui a été publié en psychologie, en philosophie, en religion. Et ils ont trouvé comme ça 24 qualités. Alors après, c'était bien gentil de les avoir trouvées sur le papier, mais il fallait quand même aller voir en vrai. Donc, ils se sont séparés en plusieurs équipes et ils sont partis voir si ces qualités existaient pour de vrai. Mon équipe préférée, c'est celle qu'on a envoyée en Afrique. Aller à la rencontre de guerriers Maasai. Alors, les guerriers Maasai, leur activité, encore aujourd'hui, c'est de chasser le lion à la lance. Donc, les chercheurs arrivent, donc ils ont la liste des qualités, comme ça, là, il fait très chaud. Hein. Donc, ils passent quelques jours, ils s'acclimatent, mais à un moment, il faut y aller. Le guerrier est en train de partir chasser le lion, donc ils vont le voir comme ça un matin, vous voilà, c'est pour une étude. On a quelques questions à vous poser. Oui, dit le guerrier. Elle dit, voilà, êtes-vous familier avec le concept du leadership? Alors, le guerrier Maasai dit, ben oui. Il dit, non. Est-ce que vous connaissez-vous personnellement des gens qui exercent leur leadership? Donc, le guerrier Maasai dit, oui. Non. Est-ce que vous connaissez autant de femmes que d'hommes qui exercent leur leadership? Alors, le guerrier Maasai dit, certainement. Il dit, dernière question, est-ce que vous aimeriez que vos enfants soient dotés de leadership? Alors, le guerrier Maasai dit, mais absolument. Donc, check, les Maasai connaissent le leadership. Et ils font la même chose avec les 24 autres, enfin les 23 autres qualités. Pendant ce temps-là, il y a une autre équipe qui est chez des chasseurs de baleines inuits en Alaska qui pose les mêmes questions. Ils viennent évidemment sous la pyramide du Louvre, enfin ils posent des questions absolument partout. Et ils valident leur qualité. Puisque je suis là, on va voir ce qu'on a comme qualité dans la salle. Alors, qui parmi vous est drôle? Pas mal, super. Alors je vous félicite, parce qu'il m'est déjà arrivé, en posant cette question dans une salle aussi grande que la vôtre, d'avoir deux demi-mains. Donc ça faisait une main en entier si je regroupais les deux. Parce que vous savez, il y a un phénomène extrêmement intéressant. Quand on va dans une classe de CP et qu'on demande aux enfants qui est intelligent, tout le monde lève la main. Et quand on repose la même question à des adultes, on a des demi-mains. Bon, là, c'est super. Alors, j'essaye autre chose. Qui parmi vous a le sens de la justice? Wow, formidable. Qui parmi vous est persévérant? Ah, ça c'est le raz-de-marée. Il doit en falloir pour faire votre métier. Formidable. Puis les mains sont très hautes. Alors là, c'est... Ah oui, voilà. Persévérant.
J'essaye un petit peu plus difficile. Qui est honnête? Ben si. Regardez les autres. Vous êtes plus honnête que vous me le pensez. Je vérifie. Qui a déjà embrassé quelqu'un? Alors, pas tout le monde. C'est intéressant, hein? Parce qu'il y a quand même des trucs un peu de base hein, qui peuvent servir quand on parle de bonheur. Voilà des super pouvoirs. Ce sont des choses que vous avez déjà. Pour essayer de comprendre, vous savez, nous avons absolument le pouvoir de corriger nos défauts. C'est possible. Mais vous aurez peut-être remarqué que ça prend une énergie considérable et que ça n'est pas très durable. Alors que le super pouvoir, c'est tout le contraire. C'est de se servir de ce qui est déjà là. Je vous raconte une histoire. Je décide donc d'écrire 3 livres par jour. Et je n'ai aucune idée de comment on fait. Alors, j'ai la chance dans ma famille d'avoir pas mal de gens qui ont écrit des livres avant moi, donc j'en profite. Je fais la tournée des anciens. Donc je leur dis, vas-y, comment tu fais, raconte. Donc ils sont très flattés, chacun y va de sa petite technique et tout ça. Mais il y a un truc qui revient absolument systématiquement. Tous me disent, tu t'assieds à 8h du matin et tu ne bouges plus jusqu'à midi. Il est 8h. Je m'assieds, alors je tape le titre du livre, ça je l'avais. Il est 9h. Je suis techniquement toujours assise, ça n'avance pas du tout. J'attends 11h, de l'autre côté. Et puis il est 11h30, et puis il est midi, et plus ça va, moins ça va. Et au bout de 3 semaines, en fait, je me sens comme un tas de poussière sous mon bureau, et je me dis, écoute ma vieille, comment est-ce que tu vas écrire un livre puisque tu n'arrives même pas à rester assise? C'était une bonne question. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ce qu'ont fait ces chercheurs, quand ils ont validé leurs 24 qualités, c'est qu'ils ont immédiatement mis en ligne un questionnaire qui permet de connaître le classement de ses propres qualités. Je vous ai dit que j'oubliais tout. Évidemment, ça fait partie de la base des études en psychologie positive, mais j'avais oublié mes résultats. Et c'est en allant le refaire que j'ai compris ce qui était en train de se passer. Il y a une qualité que vous êtes extrêmement nombreux et nombreuses à posséder ici, qui s'appelle la persévérance. Et moi, je vous admire profondément pour ça. Quand je réponds au questionnaire, donc, ça vous donne un classement. C'est-à-dire que la première qualité, celle qui vous vient totalement naturellement. La deuxième, presque aussi naturellement. Et etc., jusqu'à la dernière qui ne vous vient pas du tout. Et alors, la persévérance chez moi, sur 24 qualités, est classée en 24e position. Ce qui veut dire que dans cette vie-là, je ne ferai pas l'expérience de la persévérance. Et que ça n'a aucune importance. Parce que comme vous, comme chacune et chacun d'entre vous ici, je suis dotée d'autres choses. Et c'est avec ça que nous nous sortons de toutes les situations. Je vais vous donner par exemple, les miennes, je vais vous raconter comment je m'en sers. La première chez moi, c'est la curiosité. La deuxième, c'est la créativité. La troisième, c'est quelque chose qui s'appelle la capacité à aimer et à être aimé. Ça veut dire que, évidemment, les gens comptent beaucoup dans ma vie. La quatrième, alors là, c'est quelque chose qui s'appelle la reconnaissance de la beauté. Je ne savais même pas que c'était une qualité. Ça veut dire que je suis très sensible à ce qui m'entoure, aux atmosphères. Donc quand j'arrive au sein de vous, c'est totalement délirant ce que je vis. Mais je suis également sensible au travail bien fait. Et la dernière, c'est de la joie de vivre. Comment est-ce qu'on écrit un livre avec ces trucs-là? En fait, ça se passe comme ça. Comme les persévérants, mon cerveau est plus clair à 8h du matin, c'est vrai. Et je m'assieds. Et je fais ce que je peux. Et quand je n'en peux plus, eh bien je me lève. Et je vais dans la pièce à côté. Et la pièce à côté, là où j'écris, c'est la cuisine. Et avec ces doigts-là, je vais soit laver une salade, soit éplucher des carottes, soit me fabriquer une tasse de thé, parce que ces doigts créatifs ont besoin de faire autre chose que de taper sur un clavier. Je reviens. Ça m'a donné de l'énergie.
Et là, je m'y remets. Et quand ça coince de nouveau, je vais probablement prendre un feutre pour dessiner une étoile ou une comète. Je ne sais pas très bien. Je suis déjà en train de réfléchir un peu à la couverture du livre, parce que pour moi, ça compte autant que ce qu'il y a à l'intérieur. Ça me redonne de l'énergie et c'est reparti. Quand ça coince de nouveau, là, cette fois-ci, probablement, je vais sortir. Donc, j'habite à Paris. J'ai besoin de croiser des autobus, compter des pains au chocolat. Tout ça, ça nourrit mon cerveau. Et probablement, en route, pour revenir à ma table de travail, je vais appeler quelqu'un et avoir une conversation. J'ai besoin de gens dans ma vie. Et grâce à ça, je retrouve ma joie de vivre. Et en fait, il faut qu'on... Je sais ce que vous êtes en train de me dire. Elle procrastine. Vous connaissez? À vous aussi. Alors, pas du tout. Je ne procrastine pas. J'incube. Mais comprenez bien que plus et mieux nous connaissons notre système de fonctionnement, plus nous sommes en mesure de soulever des montagnes, de prendre plaisir à ce que nous sommes en train de faire, et en plus de ça, les gens qui sont en face de nous comprennent ce qu'on est en train de dire. Et il est probable que si vous êtes coincé dans n'importe quel domaine de votre vie, que ce soit une question justement de business, que ce soit de mieux communiquer avec votre ado, que ce soit quelque chose de difficile à demander à quelqu'un, c'est que vous n'êtes pas en train de vous servir de vos qualités à vous. C'est vraiment absolument la base de tout. Alors ensuite, je me suis demandé si, au-delà de ces choses très très individuelles, il n'y avait pas des manivelles, appelons ça comme ça, vous pouvez actionner comme ça, pour non seulement trouver de l'énergie, mais également être plus heureux. J'en ai trouvé une qui s'appelle l'expérience optimale. Vous connaissez ça, l'expérience optimale? Quelqu'un connaît? Non. L'expérience de flux, peut-être? Bon, je vous explique. Ça commence comme ça. Il y a un très grand monsieur de la psychologie qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi. Il est hongrois. C'est pas de sa faute. Bon, toujours est-il que Csikszentmihalyi passait son temps à demander aux gens qu'est-ce qui vous rend heureux? Ah, je disais, c'est de dormir, d'autres disaient, c'est d'aller à la plage, il y en a un troisième qui disait, moi, c'est quand je fais rien, et c'est du bon qu'on ne va pas s'en sortir comme ça. Il a mené une étude qui a duré 20 ans, pendant laquelle des gens absolument comme vous et moi étaient équipés d'un petit boîtier programmé pour vibrer de façon totalement aléatoire. Donc on se promenait avec le truc, et quand il vibrait, il fallait arrêter ce qu'on était en train de faire, noter ce qu'on faisait, et comment on se sentait sur une échelle de 1 à 10. Et ça dure comme ça une vingtaine d'années, donc on faisait ça pendant 3 semaines, et puis ensuite le boîtier était passé à d'autres, etc. Mais ça a fait des centaines de milliers de situations qui ont été renvoyées à Csikszentmihalyi et son équipe. Ils ont tout décortiqué. Ils n'ont gardé que celles qui étaient indiquées comme étant à 8, 9 ou 10 sur 10. Donc les moments où c'était vraiment extraordinaire. Et là, ils sont arrivés à modéliser ce qu'ils ont appelé l'expérience optimale. Donc ça, c'est le moment où nous sommes le plus heureux et le plus productif de notre vie. Voilà comment ça se passe. C'est un moment au cours duquel on engage ses compétences vers un objectif pour lequel nous allons recevoir du feedback. Pendant qu'on fait ça, on perd la notion de soi, je vais vous raconter ce que c'est, et on perd la notion du temps. Alors, je recommence. On engage ses compétences. Ça veut dire qu'on est en train de faire quelque chose que l'on sait faire, mais qui a pour nous, à ce moment-là, un bon niveau de difficulté. Parce que quand c'est trop facile, on s'ennuie. Quand c'est trop difficile, on panique. Mais entre les deux, pour chacun d'entre nous, dans nos actions, il y a un bon niveau de sollicitation. Ensuite, il y a un objectif, donc je sais à quoi ça sert, ce que je suis en train de faire. Je vais recevoir du feedback, c'est-à-dire que je sais à qui ça sert. Et perdre la notion de soi, ça veut dire que cette fameuse petite voix qui me rappelle que je ne sais pas compter ou que j'ai oublié de prendre mon parapluie alors qu'il pleut en fait et que quand tu es coiffé comme ça, tu ne peux pas sortir sans parapluie, enfin autant dû y penser avant. Voilà. Eh bien, cette voix-là se tait. Et à ce moment-là, et seulement dans ces conditions-là, nous perdons la notion du temps. Et donc c'est comme ça que dans vos journées les plus banales, tout à coup vous relevez le nez, et vous dites mais il est 14h30 ? Vous n'avez absolument pas vu le temps passer, vous étiez en expérience optimale. Et alors à votre avis, où en vivons-nous le plus ? C'est très décevant, je suis désolée.
En travaillant. Oui. Ben parce que voilà, toutes les conditions sont réunies, on va se servir de ses compétences. En général, il y a un objectif, il y a du feedback, etc. Et quand ça se passe bien, on n'a absolument plus aucune idée de l'heure qu'il est. Et c'est ça qui fait que c'est formidable. Mais pas que quand même. Regardez, à la maison, parce que quand on travaille, c'est moins pratique, mais quand on fait l'amour, on engage ses compétences vers un objectif. Quand ça se passe bien, on reçoit du feedback. On perd la notion de soi, n'est-ce pas? Et on perd la notion du temps. En fait, comprenez-moi bien, il y a deux types d'activités dans nos vies. Vous savez, les gens parlent souvent de l'équilibre, vie perso, vie pro, etc. Moi, je trouve qu'il y a un équilibre. Je sais qu'il y a un équilibre qui est beaucoup plus important que ça. C'est l'équilibre entre les activités qui nous donnent de l'énergie et les activités qui nous coûtent de l'énergie. Vous avez la responsabilité absolue de savoir ce qui vous met dans cet état-là. Et ensuite, votre deuxième responsabilité, parce que c'est intéressant, parce que parfois on le sait, mais ça n'est pas pour ça qu'on le fait. Et plus vous savez quels sont, vraiment, dans l'exercice de ce que vous faites, moi je vais vous dire, il y a deux choses qui me mettent dans cet état-là. Ce que je suis en train de faire devant vous, là, indéniablement, je ne peux pas être plus Florence que ça. J'engage mes compétences, ça en demande. L'objectif est très clair, le feedback est immédiat parce que vous êtes en face de moi. Et s'il n'y a pas 32 chronomètres qui me disent quelle heure il est, je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Mais j'éprouve exactement la même chose en faisant la cuisine. Ça me procure la même satisfaction. Une fois que je sais ça, à quoi ça sert? Parce que je vais vous dire, il y a des choses dans ma vie qui ne me procurent pas du tout cet effet-là. Par exemple, alors, je vais vous dire quand même un truc intéressant, c'est que là, l'état dans lequel je suis là tout de suite, eh bien, certaines personnes vont l'obtenir en remplissant des tableaux Excel, par exemple. Il y en a parmi nous, je le sais. Non, peut-être pas, je ne sais pas. En tous les cas, moi, ça ne me fait pas du tout cet effet-là, le tableau Excel. Mais je dois en remplir. Parce que la vie est pleine de choses que nous ne préférons pas, que nous n'aimons pas particulièrement, mais que nous devons quand même faire. Donc, ma responsabilité, c'est de me dire combien je fais de ça, où est-ce que je rentre faire la cuisine ce soir, plutôt que de ne rien faire du tout, parce que c'est ça qui va me donner l'énergie pour remplir le tableau Excel. Autre manivelle extrêmement cruciale, qui s'appelle tout simplement les autres. Alors, vous avez peut-être déjà entendu dire que l'être humain est un animal social. Ça veut dire que, en fait, on ne peut pas vivre les uns sans les autres. Ça ne marche pas. Ça s'explique, hein. Quand le bébé humain paraît, il n'est pas du tout prêt à l'emploi. Et si on ne s'en occupe pas, il ne va pas très loin. Et si on regarde le bout de la chaîne de la vie, lorsqu'on est très âgé, c'est exactement la même histoire. Si on reste tout seul, on n'ira pas très loin. Donc, à cause et grâce à ça, il y a énormément de mécaniques embarquées qui nous rendent incroyablement sensibles les uns aux autres. Et alors, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que, par exemple, si on nous regarde comme quelqu'un de formidable, on se sent formidable. Mais si on nous regarde comme quelqu'un de minable, eh bien, on se sent minable. Et alors ça, c'est une étude qui a été faite auprès des enfants, où on va avoir des enfants qui ont entre 9 et 10 ans. Et on dit au professeur, voilà, on a mis au point un questionnaire qui permet de détecter dans votre classe les élèves à haut potentiel. Est-ce que vous voulez bien que les enfants répondent? Alors oui, le prof dit oui, on donne les questionnaires aux enfants, ils vont cocher des cases. Ils n'ont aucune idée de ce à quoi ils sont en train de répondre. Vous voyez, à quoi ça sert? Et puis on remercie tout le monde, on ramasse les copies, on dit au revoir aux enfants, on dit au revoir au professeur, et les chercheurs sortent dans le couloir, il y a une corbeille à papier, tac, ils jettent absolument tout dedans. Ils reviennent 3 semaines plus tard, prennent l'air comme ça très sérieux, et gros mytho, ils disent bon ben voilà, nous avons épluché absolument tous les questionnaires, et il y a dans votre classe des élèves à haut potentiel. Est-ce que vous voulez savoir qui c'est? Évidemment, le prof dit oui, on ne va pas voir les enfants, j'insiste, ils ne sauront jamais ce qu'il s'est passé. Et là, sur une liste, on leur dit, mais au hasard total, eh bien, celle-là, 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 bon allez, et celui-là. Eh bien, cette année-là, ces enfants-là ont progressé de façon fulgurante par rapport à leurs camarades. Et par la suite, on fait des études plus longues. Pourquoi? Parce que pendant 1 an, quelqu'un les a regardés en se disant « Toi, ma cocotte, ou mon coco, tu es à haut potentiel. » Alors là, je vous entends. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'entre vous là qui est en train de se dire « Ah, ben, tout s'explique.
fallait me regarder autrement. C'est ça. Et alors là, j'ai un peu envie de vous retourner la question. Et vous, comment regardez-vous les gens? Est-ce que quand quelqu'un arrive que vous ne connaissez pas, vous vous dites « mais t'as vu sa tête ?» Ou est-ce que vous vous dites « quelles sont les qualités, quels sont les pouvoirs de cette personne? Quel est le lien que je peux établir avec elle ?» Parce que ça change absolument tout. Et puis par ailleurs, alors si vous avez des enfants, normalement, à ce stade de la conférence, vous êtes totalement paniqué. En vous disant « mais est-ce qu'il est trop tard ?» Alors je vais vous dire un truc, c'est que dans la vie idéale, dans un monde idéal, en effet, les professeurs regarderaient leurs élèves comme ça. Les parents regarderaient leurs enfants comme ça. Les managers regarderaient leurs équipes comme ça. Et, mieux encore, les conjoints se regarderaient comme ça. Ça, c'est le monde idéal. Après, il y a le monde en vrai. Alors, je peux témoigner. Lorsque Arthur, mon fils aîné, à 21 ans, est venu me voir et m'a dit « Maman, je pars en Australie. » Bon, bah, je suis formée en psychologie positive. Et ce qui sort de ma bouche, c'est « même pas en rêve ». Voilà, ça c'est le monde en vrai. Mais je vous rappelle que ici, ce qui compte pour nous, ce sont les 40% sur lesquels nous avons la main. Une des choses sur lesquelles nous n'avons pas la main, c'est ce que les autres sont en train de se dire de nous. Nous ne pourrons jamais le changer. Mais ce que nous pouvons changer, c'est à qui nous parlons de quoi dans notre vie. Et quand on a besoin de faire quelque chose qui nous demande d'être un peu plus grand qu'on est, comme Arthur quand il veut partir en Australie, plutôt que d'avoir sa mère qui va lui dire « non, mais attends, mais je dis ça pour toi, parce que c'est dangereux, tout ça, bon, voilà. » c'est pas la peine de venir me voir, en fait. Il faut mieux aller voir des gens qui vont lui dire « mais oui, évidemment, c'est pour toi, vas-y, fonce. » Et nous avons tous dans nos vies des gens qui nous voient plus grands et plus grandes que nous ne sommes. Et c'est à ceux-là et celles-là que nous devons annoncer nos projets ça s'organise en fait, le soutien. Je voudrais terminer avec 10 trucs validés par la science pour être plus heureux. Allons-y. Le premier, c'est de savourer plus. Pourquoi? Parce que nous passons énormément de temps à être déjà dans le truc d'après ou encore dans le truc d'avant. Et très souvent, on oublie juste d'être là. Savourer, c'est simple. On se dit simplement, quand on est bien quelque part, on se tourne vers la personne à côté de soi et on lui dit « on est bien là !» Voilà, je vous ai dit, tout est scientifique. Point numéro 2, cessez de vous comparer. Vous êtes très bien comme vous êtes. Et en plus de ça, c'est comme vous êtes qu'on a besoin que vous soyez. Parce que c'est là où vous êtes le plus singulier ou la plus singulière, le plus attachant ou la plus attachante, le plus performant ou la plus performante. Personne d'autre n'est comme vous. Et nous dépensons une énergie absolument considérable à nous comparer au voisin ou à la voisine en disant « ça a l'air d'être comme ça ». Et bien en fait non, c'est pas comme ça, c'est comme nous sommes nous. Vous savez, il y a un point sur lequel on passe son temps à se comparer, c'est démontré, c'est sur le plan social. Alors évidemment, ça motive un peu, donc on se donne du mal, on pédale, et puis un jour, ça y est, on y est. Est-ce que vous pensez qu'on est heureux? Alors dans un endroit comme celui-ci, oui, parce qu'on vous célèbre et on vous prévient que vous êtes bien arrivé. Mais sur le plan intérieur, personne n'ose dire oui, hein. Si, on est heureux, mais pendant 10 minutes. Et ensuite, immédiatement, tac, on regarde le niveau suivant et c'est reparti. Donc, le point suivant, c'est que, en termes de bonheur, faites baisser le rang de l'argent dans vos priorités. Tous les économistes s'y sont penchés. L'accumulation de biens n'a jamais rendu personne heureux. Il y a une exception quand même? Attendez, l'exception? Les chaussures! La base. Et oui, l'étude des sacs à main est en cours de publication, nous attendons les résultats. Ça arrive. Le point suivant, c'est que chérissez vos familles, vos amis, vos collègues.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que la plus longue étude sur le bonheur a commencé en 1938. On a décidé de suivre une promotion entière de l'université de Harvard ad vitam, c'est-à-dire à vie. Et voilà des gens qui ont accepté chaque année de répondre à un questionnaire sur leur bonheur, leur niveau de bonheur et leurs circonstances de vie. Au bout de 30 ans, le chercheur qui a initié tout ça prend sa retraite, donc il y a une jeune équipe qui va le remplacer, qui lui dit « Bon, bah, attends, ça fait 30 ans maintenant que tu les suis, tu peux nous dire, je sais pas, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui sont plus heureux que d'autres ?» Et là, il leur dit vous savez quoi? Je sais absolument ce qui fait qu'ils sont plus heureux que d'autres. Je sais tout de leur vie. Je sais combien ils gagnent, je sais où ils vivent, je sais s'ils sont dépressifs, s'ils sont alcooliques, divorcés, je sais tout. Et vous savez, la seule chose qui fait la différence, c'est l'amour. Et quand il parle d'amour, il ne s'agit pas uniquement des relations romantiques ou familiales, mais de l'ensemble des relations que nous entretenons les uns avec les autres. Pour terminer, je voudrais juste vous donner le dernier truc. Il n'y en a pas eu 10, je suis désolée, mais je crois qu'il y a un temps à respecter. C'est pas grave, vous pouvez tout retrouver sur mon site internet, tout ça est marqué partout. Qui peut marcher à tous les coups. On est tous très différents, j'insisterai là-dessus, mais si jamais vous avez besoin de vous sentir mieux, dans l'instant, immédiatement, il y a une seule chose qui marche, c'est physiologique, avec tout le monde, c'est de sourire. Et quand je dis sourire, c'est pas... Et quand tous les muscles du visage sont engagés, il est impossible d'éprouver des idées noires. Je vous remercie.